bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. L'objectif de la vidéo est le suivant, c'est de manipuler les ensembles de nombres réels. Donc je vous propose qu'on travaille sur cet ensemble-là. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause afin de bien comprendre les questions qui sont en rapport avec l'ensemble. Et donc essayez de faire l'exercice par vous-même et ensuite on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors, première question, il s'agit de montrer que A n'amène pas le borne supérieure. Donc là, plusieurs possibilités. Et avant donc de vous évoquer les différentes possibilités que l'on pourrait avoir en tête pour se dire, bon, on va montrer que l'ensemble A n'amène pas de borne supérieure, on va déjà rappeler ce que c'est que qu'un élément d'une partie soit la borne supérieure de l'ensemble. Donc soit A, une partie de R, admettant une borne supérieure. Ok, parce que c'est pas obligé qu'il y ait une borne supérieure. Hein. De même, c'est pas obligé que vous ayez un maximum ou un minimum. Hein. Ok, c'est pour ça qu'il y a des théorèmes d'ailleurs d'existence de bornes supérieures, de bornes inférieures, ainsi de suite. Donc, on va supposer une partie de R qui a une borne supérieure. Donc, le fait que vous ayez A qui soit la borne supérieure de l'ensemble grand A, c'est vrai si et seulement si, quel que soit l'élément qui est dans la partie A, vous pouvez majorer chacun des éléments par A. Ok, quel que soit X dans A, vous pouvez dire que votre élément X il est petit que 1. Ok, qui est la bande sup. Mais en même temps, également, deuxième chose, c'est le fait que la bande supérieure, petit a, donc c'est le plus petit majorant possible de votre ensemble A. Ça se traduit de la manière suivante. Ça veut dire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe donc un Y appartenant à A, tel qu'en fait on peut dire que la différence entre A et epsilon, A moins epsilon, donc, est strictement petit que Y. Ce qui veut dire que si vous retirez une petite quantité, quelle que soit la quantité que vous retirez au max à la bande supérieure, vous allez toujours trouver une quantité qui est encore dans A, qui va dépasser donc A moins epsilon. Et ce, de manière stricte. Donc là, en clair, ça veut dire que, tout simplement, comme je l'ai dit, ici, cela traduit le fait que A, c'est bien le plus petit des majorants possible pour l'ensemble grand A. Ok. Bon, ça, c'est la caractérisation donc, de la bande supérieure. Et une possibilité que l'on peut avoir, c'est de se dire, soit je montre que du coup, tout simplement, A n'est pas majoré, c'est une possibilité. Et alors là, il faudrait passer avec des epsilon, tout ça, c'est pas évident. Ok. Ou soit on va faire quelque chose un peu plus raffiné, ok, ce qui va aller beaucoup plus vite et qui sera un peu plus simple. Parce que là, revenir avec la définition avec des epsilon, tout ça, c'est pas facile. Ça nous pousserait d'ailleurs par faire un raisonnement par absurde, du coup, en supposant que vous ayez une borne supérieure, et donc vous écrivez ces deux propriétés-là, et à un moment donné, vous arrivez à une contradiction. Donc c'est pas évident. Une manière de faire, qui va être un peu plus efficace, ça va être de raisonner cette fois-ci par la caractérisation séquentielle de la borne supérieure. En effet, je vous avais dit dans la vidéo sur les réels, que vous pourrez aller revoir, qu'il existe une caractérisation séquentielle de la borne supérieure de A. Ok. Donc là, rappel, en réalité c'est même un théorème, hein. Caractérisation séquentielle de la borne supérieure. Donc, une caractérisation séquentielle de la borne supérieure consiste à dire quoi? Et on va de nouveau supposer une partie de R, admettons une borne sup, enfin une partie de R tout court. Dire que A est égal à la borne supérieure de l'ensemble grand A revient à dire que quelle que soit une suite d'éléments de A, cette suite donc, pour n qui tend vers l'infini, converge nécessairement vers A. Ok. Donc donc là c'est la caractérisation séquentielle. C'est-à-dire que vous avez une borne le fait que vous ayez une borne supérieure de l'ensemble grand A vous assure que si vous prenez une suite d'éléments de A, cette suite va nécessairement converger vers A pour n qui tend vers l'infini. Et ça, c'est vrai pour toute suite d'éléments de A. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une suite, qu'on choisit un peu arbitrairement d'éléments de A, et on montre que justement, elle n'a pas de limite. Donc, autrement dit, elle est divergente. Donc, par exemple, je vais prendre soit UN, la suite d'éléments de A, définie de la manière suivante. Donc, définie par quel que soit n appartenant à n, on est UN qui est égal à n plus 2 sur n. Ok. Ça, c'est une suite d'éléments de A que je choisis arbitrairement. Ok.
qui s'écrira de cette manière-là. Bon, bah, on voit très bien que un, lorsque n tend vers plus infini, là, celui par somme de limites, et bah, elle tend vers la plus infini. Ok. Et donc là, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que un diverge. Et comme la suite d'éléments de A, enfin, cette suite d'éléments de A, elle diverge, bah, nécessairement, elle n'a pas de limite. Et donc, bah, ça nous montre bien, par contraposé de la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, que, justement, on n'a pas de borne supérieure. Voilà. Donc ça, voilà comment on peut entamer ce genre de questions. Donc, vous dites que vous prenez une suite quelconque d'éléments de A. Ok. Vous la choisissez arbitrairement. Vous voyez que sa limite, c'est plus infini. Ok, voilà. Et donc, bah, par contraposé de la borne supérieure, nécessairement, A ne peut pas avoir de borne supérieure parce que sinon, autrement dit, la suite, elle convergerait. Ok, bravo. Bon, ça c'est pour la question 1. Donc, j'avoue, la question 1 était un peu vache. Il fallait avoir en tête cette caractérisation séquentielle. C'est pour ça que je voulais rappeler. Deuxième question, c'est montrer que 2 racines de 2 est un minorant de l'ensemble A. Ok, donc là, c'est une question un peu plus classique normalement que vous avez déjà dû faire un petit peu en terminale au tout début quand on faisait les suites. Donc, pour montrer qu'un élément est un minimum, est un minorant, plutôt, pas un minimum, mais un minorant, et ben qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc là, je vais poser AB, alors non, c'est PQ qui s'appelle. Donc, soit PQ des éléments antinaturels. On va donc prendre un élément de l'ensemble, donc P sur Q plus 2 Q sur P, et on va retirer la quantité qu'on suppose comme minorant, ok? Donc 2 racines de 2. On étudie les signes de cette différence-là, et après, bah, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc là, je mets tous mes dénominateurs. Donc le dénominateur commun, c'est Q fois P ou QP, ou PQ, c'est la même chose. Donc là, en mettant tous mes dénominateurs, on a P carré plus 2 Q carré moins 2 racines de 2 PQ. 2Q carré, je remarque, donc là je veux dire c'est P carré, moins 2 racines de 2 PQ. 2Q carré, je peux aussi remarquer que c'est racine de 2 au carré fois Q au carré, ce qui fait racine de 2 Q le tout au carré, sur PQ. Pourquoi j'écris ça de cette manière-là? Parce que du coup je remarque que j'ai une densité remarquable, P moins 2, moins racine de 2Q, le tout au carré, sur PQ. Or, on a dit P et Q, ce sont des antinaturels non nuls. Donc, le produit d'antinaturel non nul, c'est encore un antinaturel non nul. Et, de même, on a une quantité qui est positive puisque ce carré. Ok, un carré, c'est positif ou nul. Donc, P sur P moins racine de 2 fois Q, le tout au carré, c'est également positif ou nul. Donc, par quotient, la différence, c'est-à-dire P sur Q plus 2 Q sur P moins 2 racine de 2, elle est positive ou nulle. D'où P sur Q plus 2 Q sur P est positif ou nul. Enfin, la quantité est positive ou nulle et elle est même plus grande que 2 racines de 2 en fait, en réalité. Et donc, on a bien démontré ce qu'il fait. C'est-à-dire 2 racines de 2 minorant de l'ensemble A. Et ça, c'est un minorant de l'ensemble A. Bien évidemment, si j'aurais pris une quantité qui est plus petite que 2 racines de 2, c'est aussi un minorant de A. Ok, bravo. Voilà. Donc, vraiment très classique ce genre de question. Pour montrer qu'une quantité est un minorant d'un ensemble, il faut donc prendre un élément de l'ensemble et vous retirer la quantité que vous supposez comme minorant et vous étudiez comme là on a fait le signe de la différence des deux et vous arrivez assez facilement à montrer que c'est un minorant. Ok. Question 3, c'est celle qui va nous intéresser le plus. Donc il s'agit de montrer que la borne inférieure de A est égale à 2 racines de 2. Bon, déjà, première chose, il faut s'assurer qu'elle existe bien, cette borne supérieure, cette borne inférieure. Ok. Donc là, pour s'assurer de l'existence de la borne inférieure, bah déjà on peut dire que A c'est un ensemble non vide. Ok. A est non vide. Pourquoi A est non vide? Bah parce que par exemple, si vous prenez le couple PQ égale au couple A1, bah c'est un élément de A. Ok. Donc on a que très facilement A est non vide. Ok. Donc A c'est un ensemble non vide. Et d'après la question 2, on a minoré
A par 2 racines de 2. Donc c'est un ensemble non vide et minoré par 2 racines de 2. Donc là, de manière similaire à la caractérisation, enfin au théorème d'existence de la borne supérieure, bah là on a existence de la borne inférieure. Donc là, du coup, vu que A est un ensemble non vide et minoré par 2 racines de 2, et bah A met une borne inférieure. Voilà, donc ça, certes, c'est 2 lignes, vous voyez, mais il faut justifier proprement l'existence de la borne inférieure. Une fois que j'ai justifié l'existence de la borne inférieure, et bah, il faut se rappeler ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que c'est que la borne inférieure. On sait que du coup, l'ensemble là, il est minoré par 2 racines de 2. Donc, on a bien la première condition que 2 racines de 2 est un minorant de A. Maintenant, il faut montrer que 2 racines de 2, c'est le plus grand des minorants de A. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Ok, montrer que c'est le plus grand des minorants de A. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on réécrive l'ensemble là un peu différemment. Donc A, on a dit que c'est l'ensemble des P sur Q plus 2 Q sur P pour le couple PQ d'ensemble d'entiers naturels non nuls. Ok. Mais en fait, cet ensemble-là, on peut aussi le voir comme l'ensemble des X plus 2 divisé par X pour X appartenant à l'ensemble des rationnels strictement positifs. Ok. Là et là, c'est exactement la même réécriture. Jusque-là, au lieu d'avoir, ici on avait 2 éléments, P et Q. Là maintenant, j'ai simplifié un peu l'écriture. J'ai juste dit, bah en fait, P et Q, bah, quand vous prenez P sur Q ou Q sur P, ce sont des rationnels. Et en l'occurrence, bah, vu que P et Q sont tous les deux positifs, bah du coup, au niveau des rationnels, ça fait un rationnel strictement positif. Ok. Donc là, A, je l'ai écrit comme ça. Et l'idée qu'on va faire, qu'on va voir et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, l'idée, on va essayer de trouver bah, tout simplement le rationnel x qui, enfin le rationnel ou pas d'ailleurs, ça peut être un réel, le réel qui va minorer cet ensemble-là, ok. J'ai un réel qui minore cet ensemble-là, de racine de 2, je vais essayer de trouver un réel maintenant qui minore cet ensemble-là, ok. L'ensemble des rationnels strictement positifs, tel qu'on est ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive une fonction. On va donc étudier une fonction. Donc soit phi, la fonction qui a x associe x plus 2 sur x qui est de classe C1, donc de R plus étoile. En réalité, de R étoile, ça marche aussi, à valeur d'un R+, dans ce cas de figure. Donc, ben, on a que quel que soit x1, R plus étoile, dérivée de phi, et bah, c'est égal à 1 moins 2 sur x au carré. On met tout au même dénominateur, ça fait x au carré moins 2 sur x au carré. Là, je vais opérer une petite factorisation. X au carré moins 2, c'est comme x au carré moins racine de 2, le tout au carré, sur 2. Enfin, sur x au carré, pardon. Là, pareil, on applique nos identités remarquables vues en troisième. Ça fait x moins racine de 2 multiplié par x plus racine de 2. Le tout divisé par x au carré. Et donc là, j'ai ma dérivée phi prime. Une fois que j'ai la dérivée phi prime, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier le signe de la dérivée. Donc là, pour en déduire les variations de f. Fin de phi. Donc là, on y va. Étudions les variations de phi. Donc phi prime. Et en dessous, je mets des variations de phi. Donc phi en dessous. 0 plus infini. La dérivée n'est pas définie en 0. Tout comme la fonction d'ailleurs. Donc on a annulation de la dérivée en racine de 2. Et donc si on étudie rapidement le signe de la dérivée, on constate qu'elle est négative avant sur 0 racine de 2, ouvert en 0, et positive sur racine de 2 plus infini. Bon, si vous ne le voyez pas de manière directe, vous pouvez décomposer cette ligne-là en 3 lignes qui précèdent. Donc vous avez le signe de x-2, enfin x moins racine de 2, x plus racine de 2, x au carré. Vous voyez bien que du coup sur l'intervalle 0 ouvert jusqu'à racine de 2, tout est positif sauf la quantité x moins racine de 2. Et qu'en annulation du coup du dénominateur qui est x au carré en 0, ce qui fait que la dérivée n'est pas définie en 0. Ok. Et donc après, bah, juste par règle du signe, on a que du coup la dérivée est bien négative sur 0 vers racine de 2. Et après sur racine de 2 plus infini,
c'est le même principe. On a que tout est positif. X moins racine de 2, x plus racine de 2, ce sont des quantités positives. Et x au carré, c'est également une quantité strictement positive. Donc règle des signes m'assure que c'est strictement positif. Ok. Une fois qu'on a dit les choses de la manière suivante, j'ai une fonction qui est décroissante sur 0 racine de 2, donc elle décroît. Et j'ai une fonction qui est croissante sur racine de 2 plus l'infini. Donc, parce que j'ai une dérivée qui est négative. Ok. Donc la fonction elle croît sur cet intervalle. Là, donc la limite c'est plus infini. Là, pareil, c'est plus infini. Les limites en 0 vers et en plus infini. Ok. 0 vers à gauche, du coup. Enfin, à droite, pardon. Et là, la valeur que l'on trouve en racine 2, bizarrement, c'est 2 racines de 2. Ok. Donc là, on a trouvé un réel qui permet de minorer l'ensemble A. Le réel qui permet de minorer l'ensemble A, c'est tout simplement racine de 2. C'est-à-dire que, en clair, d'après le tableau de variation que l'on a là, et bah, le réel qui va faire que tout simplement l'ensemble A, on va avoir donc le rationnel le plus petit possible, c'est racine de 2. Ok. Parce que si vous prenez au-delà de racine de 2, bah vous aurez une quantité qui est beaucoup plus grande que 2 racines de 2. Et si vous prenez un réel compris entre 0 et racine de 2, vous aurez également une quantité qui est plus grande que 2 racines de 2. Une fois qu'on a fait ce genre de choses, une fois qu'on est arrivé là, comment qu'on poursuit l'exercice? On va utiliser un résultat essentiel. On va utiliser le fait que Q est dans un R. Ok. Donc on va dire la chose suivante. Or, Q est dans un R. On est dans un R. Donc de ce fait, comme Q est dans un R, ça veut dire quoi que Q est dans un R? Ça veut dire que entre deux réels successifs, je peux toujours trouver un rationnel. Donc du coup, je vais considérer soit epsilon strictement positif, tel que, dans ce cas-là, on est racine de 2 inférieure strict à P sur Q, et P sur Q inférieur strict à 2 racine de 2, à racine de 2, pardon, plus epsilon. Ok. Donc soit epsilon strictement positif et PQ, donc ici ce sont des antinaturels non nuls. Donc là j'utilise mon résultat de densité qui me dit que tout simplement Q étant dans un R, entre deux réels, ici racine de 2 et racine de 2 plus une certaine quantité epsilon, et je peux trouver un rationnel, donc qui est P sur Q. Donc là c'est pour ça que j'ai pris un epsilon strictement positif et PQ dans une étoile qui vérifie cette inégalité là, juste par densité de Q dans R. Une fois que j'ai dit ça, du coup, l'idéal, c'est de montrer que tout simplement, en fait, racine de 2, enfin 2 racines de 2, c'est le plus grand des minorants de A. Ok. Donc là, c'est très simple. Une fois que j'ai écrit ça, je vais donc ajouter à cette inégalité-là 2 fois Q sur P. Donc on a racine de 2 plus 2 fois Q sur P strictement inférieur à P sur Q plus 2 fois Q sur P qui est strictement inférieur à donc on a dit racine de 2 plus epsilon plus on a dit 2 fois Q sur P. Ok, donc on arrive à cette inégalité là ici. Or, du coup, une fois qu'on arrive à ce résultat là, que je vous propose, c'est de revenir à l'encadrement de base. Au départ, on a montré on a donc posé cette inégalité là. Ok. Par densité de Q dans R. Donc on repart. Or, du coup, racine de 2 strictement inférieure à P sur Q, strictement inférieure à racine de 2 plus epsilon. Mon but maintenant, ça va être de pouvoir avoir un encadrement de Q sur P. Ok. Donc là, on va utiliser le fait que la fonction inverse étant décroissante, soit R plus étoile, on va voir la chose suivante. Donc par décroissance de la fonction qui a été associée 1 sur T sur R plus étoile, on a... Donc là, je vais juste inverser cette partie de la l'inégalité. L'autre partie ne va pas me servir. On va voir pourquoi. Donc par décroissance ici, j'ai Q sur P qui est strictement inférieur à... donc on a dit racine de 2 sur 2. Ok. Ou 1 sur racine de 2. Ce qui fait racine de 2 sur 2. Donc là, une fois que j'ai écrit ça, du coup, je vais pouvoir majorer ici
Q sur P. Donc je vais avoir que 2 racine de 2 plus 2 fois Q sur P, strictement inférieur à P sur Q plus 2 Q sur P, qui est lui-même strictement inférieur à 2 plus epsilon, plus, donc on a dit 2 fois racine de 2 sur 2. Je simplifie. J'en déduis donc la partie, cette partie à l'inégalité. J'ai donc P sur Q plus 2 Q sur P, qui est strictement inférieur à 2 racine de 2 plus epsilon. Ok. J'ai donc montré qu'ici, si j'ajoute epsilon, en fait, tout simplement, je suis plus grand qu'un rationnel. Ok. Et donc ici, par caractérisation, non pas de la borne supérieure, mais de la borne inférieure, par caractérisation de la borne inférieure, j'ai donc que tout simplement 2 racines de 2 est bien la borne inférieure de l'ensemble A. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.